Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 1er octobre 2019, nouveau numéro du magazine Le Point qui reçoit pour vous le coordonnateur du groupe stratégique des jeunes pour le développement, une structure du Front commun pour le Congo. Il s'appelle M. Dadi Tshiswaka. Bienvenue, M. Tshiswaka. Merci beaucoup, M. Alain. Ça nous paraît nouveau, ce groupe stratégique des jeunes pour le développement du FCC. C'est quoi exactement? Depuis quand que ça existe? Les groupes stratégiques des jeunes pour le développement, contrairement à l'information peut-être que vous n'avez pas, c'est un mouvement d'action civique et politique qui existe depuis 2012 et qui a fortement prouvé son engagement déjà à l'époque au sein de la majorité présidentielle et en même temps par la suite au Front commun pour les Congo. Et c'est un mouvement qui a mené énormément d'actions, d'encadrement de la jeunesse, aussi bien sur des questions civiques que sur des questions politiques, en alignant un certain nombre de jeunes derrière la vision à l'époque du président honoraire de la République, son Excellence Joseph Kabila. Et ces mouvements ont mené fortement la campagne du FCC, aussi bien pour notre candidat président de la République que pour d'autres candidats à tous les niveaux. Moi-même qui vous parle, j'ai fui coordonnateur de la cellule des communications du candidat Richard Mouyej Mangenzmos, qui était candidat député national pour la circonscription de Kolwezi, dont j'ai coordonné la communication de cette campagne. Et de par cette campagne, nous avions aussi à l'époque travaillé fortement avec engagement dans la campagne du candidat Emmanuel Ramazani Chadari. Donc c'est un ancien mouvement très connu dans les milieux politiques et dans la jeunesse politique congolaise. Vous faisiez comment? Parce qu'on vous voyait aussi à l'époque à côté du gouverneur, de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou. Qu'est-ce que vous cumulez ou quoi? Non, il faut dire que les groupes stratégiques des jeunes pour le développement, pour l'histoire, c'est un mouvement qui a été créé, comme je le disais, en septembre 2012, avec Jean-Claude Massangou comme membre d'honneur de ces mouvements. Donc nous l'avions créé ensemble avec Jean-Claude Massangou. Donc lorsque Banza Mukala va décéder, Jean-Claude Massangou reprenait le règne de l'UDECO, qui était les partis politiques de Banza Mukala. C'est dans ce sens que nous avions accompagné un des membres du groupe stratégique des jeunes pour le développement à sa quête de faire de l'UDECO un grand parti, et c'est pour ça que nous avons été à côté de Jean-Claude Massangou. Mais aujourd'hui, M. Tshiswaka est membre de quel parti du FCC? Alors, M. Dadi Tshiswaka n'est pas membre d'un parti politique, il est coordonnateur du groupe stratégique des jeunes pour le développement, lequel mouvement est membre à part entière du Front commun pour les Congo. Donc vous êtes le groupe, le GSJD fait partie du Front commun pour les Congo. Ok. La représentation, c'est seulement à Kinshasa ou vous êtes aussi dans les provinces? Non, c'est un mouvement à vocation nationale. Les sièges nationaux sont à Kinshasa, naturellement, mais nous avons implanté ces mouvements au Lualaba, notamment à Kolwezi. Nous avons implanté ces mouvements au Haut-Katanga, à Lubumbashi, à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au Congo central. Et d'ailleurs, le Congo central, c'est fut la première province dont nous avons implanté ces mouvements au sortir de l'accueil qui nous avait été réservé en son temps par, je les salue en passant, par les chefs spirituels de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu, avec sa bénédiction. Donc nous avons implanté ces mouvements dans le Congo central. Donc vous existez depuis 2012. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Concrètement, ces mouvements, à travers les différents partenariats, ces mouvements ont beaucoup travaillé dans les domaines de l'éducation, notamment avec des bourses d'études, avec notre partenaire qui est une fondation, la Fondation Raison d'y croire, dont je suis également membre. En partenariat, nous avons octroyé depuis maintenant 3-4 ans chaque année des bourses d'études aux meilleurs lauréats de la République de Kinshasa, mais également des autres provinces. Du point de vue civique, nous avons énormément travaillé dans la sensibilisation et la responsabilisation de la jeunesse quant à l'obligation et devoir des jeunes vis-à-vis du pays. Comme disait Kennedy, avant de savoir ce que le pays peut faire pour toi ou pour nous,
La question serait de savoir ce que je peux faire pour les pays. Et dans ce sens, nous avons énormément travaillé dans la sensibilisation et la responsabilisation de la jeunesse vis-à-vis du devenir de la République. Aujourd'hui, ce groupe stratégique peut avoir combien de membres? Alors, les groupes stratégiques des jeunes pour le développement a énormément de membres. Comme vous pouvez bien le comprendre, de 2012 à aujourd'hui, c'est un mouvement qui a séduit énormément des jeunes, de par la vision, de par les objectifs du mouvement. Nous sommes énormément, plusieurs membres, aussi bien ici à Kinshasa, au Lualaba, au Katanga, au Kasaï oriental, ainsi qu'au Congo central. Je ne peux à ce jour pas vous donner l'exactitude, mais sinon vous rassurer que c'est une multitude des membres au sein de ces mouvements. Venons-en à l'actualité avec l'allocution du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Ça s'est déroulé le jeudi, la semaine passée. C'était sa première fois. Et comment vous avez trouvé ce discours? J'ai trouvé un discours équilibriste, allant dans le sens de pouvoir rassurer les différents partenaires, membres justement de cette organisation des Nations Unies, parce que, comme vous l'avez dit, c'était pour la toute première fois que le président Tshisekedi prenne la parole du haut de la tribune des Nations Unies. Donc, il était plus ou moins quelque part dans l'obligation de pouvoir rassurer tout le monde, de sorte à soigner, on va dire, son entrée dans cette organisation. Mais j'ai trouvé que c'était également un discours teinté des vérités, dans le sens où il a essayé de relever également l'intérêt de la République démocratique du Congo vis-à-vis des différentes convoitises, des potentialités ou sinon des richesses, notamment de la République démocratique du Congo, en parlant plus précisément du secteur minier. Le chef de l'État a voulu attirer l'attention du monde en voulant mettre en avant-plan l'intérêt du contribuable ou sinon de la population congolaise qui voudrait avoir de l'emploi, qui voudrait le développement pour son pays. Et le chef de l'État a également effleuré des questions qui touchent à d'autres nations d'Afrique, notamment en parlant du Zimbabwe. Et là, je crois que le chef de l'État a voulu mettre la République démocratique du Congo dans son rôle, remettre les Congos dans son rôle d'un géant d'Afrique, à la lumière du discours du président honoraire de notre pays, le maréchal Mobutu, en 1900, si je ne me trompe pas, 74, lorsqu'il a parlé des questions qui touchaient le Libéria, qui touchaient l'Afrique du Sud avec l'apartheid, lorsqu'il fustigeait les comportements du Portugal vis-à-vis, je crois, si je ne me trompe pas, du Zimbabwe, notamment, déjà en son temps, et le président de la République a fait plus ou moins la même chose, et ceci était une démarche allant dans le sens de pouvoir remettre un peu la République démocratique du Congo dans son rôle de géant d'Afrique. Il a plaidé pour que les sanctions qui sont sur les Zimbabwe puissent être levées. C'est ça, mais ici au Congo, il y a des personnalités qui sont aujourd'hui ses alliés, qui sont sous sanctions américaines, européennes, etc. Mais il n'en a pas fait écho dans son discours. Ça vous fait penser à quoi? Je pense que dans une de ses sorties médiatiques, si je ne m'abuse, sur la chaîne de télévision TV5, il avait relevé la question de dire qu'il allait voir, bien entendu, dans quelle mesure, du point de vue diplomatique. Mais là, il était il était à la tribune des Nations Unies, c'est devant le monde entier. Bon, moi je suis diplomate de formation, M. Alain Boma, et je dois vous dire que toutes les questions diplomatiquement et stratégiquement ne sont pas des questions à soulever ou à relever à haute voix. Et il y a des discours pour la consommation publique, mais il y a également ce qu'on appelle des réseautages diplomatiques qui devraient, dans les détails, aborder des questions sensibles, comme nous pouvons le dire, parce que les sanctions, parce que je crois que les sanctions de certains des dignitaires de notre pays, ce que nous n'avons pas évidemment acclamé, c'est des sanctions ciblées et c'est certaines nations qui ont justement opté pour sanctionner certains de nos dignitaires. Je crois que diplomatiquement, vu qu'il en a parlé, je crois qu'il va le faire. Mais ne pas le faire, je crois qu'il ne contribuerait pas
à la cohésion nationale, à l'harmonie et à la paix que nous cherchons, alors que nous sommes dans une démarche de consolidation des acquis de la passation pacifique du pouvoir. Ces qu'a fait montre l'autorité morale de notre famille politique, son Excellence Joseph Kabila Kabange, en voulant consolider les acquis de son règne à la tête de la République démocratique du Congo. Nous avons foi, tel que le président Tshisekedi l'a dit sur les plateaux de vos confrères des TV5, qui va pouvoir s'épancher sur cette question. Donc à la tribu des Nations Unies, c'était plutôt un discours pour une consommation publique. Vous savez, comme je viens de le dire, toutes les questions ne sont pas forcément à soulever dans un discours et qu'il y a des questions plus ou moins sensibles qui devraient en principe être discutées diplomatiquement. Vous du FCC, vous êtes en alliance avec le CACH, vous formez une coalition pour diriger le pays lors de ces 5 prochaines années. Mais le président de la République, apparemment, il est en train de prendre des options différentes des vôtres, à la fin du mandat du président Joseph Kabila. Est-ce que cela ne démontre pas que vous n'êtes pas vraiment en coalition? Prenons le cas de la Belgique, par exemple. Le chef de l'État, il fume le calumet de la paix avec la Belgique. Les relations sont maintenant au beau fixe, pendant qu'à l'époque du président Joseph Kabila, vous savez. Comment vous expliquez ça? Monsieur Alain Boma, vous savez, les FCC et les CACH sont aujourd'hui des grandes familles politiques qui ont accepté, comme vous l'avez dit, de travailler en coalition pour l'intérêt supérieur de la nation. Première chose. Deuxième chose, ces deux familles politiques ont un cadre de concertation permanente qui les permettent de se rencontrer et de discuter sur des questions de gestion de la République. Et donc, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on viendrait pour fustiger telle ou telle autre démarche, qu'il s'agisse du FCC, du CACH, du président de la République ou des dirigeants du FCC qui sont à la direction des affaires de l'État. Je crois qu'il y a un cadre propice, approprié, où ces deux familles politiques, nos deux familles politiques, se rencontrent pour pouvoir échanger et lever les options sur certaines questions. Oui. Par contre, je voudrais ici apporter quand même une démarcation par le fait de ne pas confondre le fait que nous soyons en coalition pour la cogestion de la République et le fait que le président Tshisekedi est président de la République et que sa vision, sa démarche, son approche politique internationale, son approche diplomatique ne soit pas forcément l'approche que nous avions en son temps ou que ne soit pas forcément l'approche qu'avait notre autorité morale, alors en son temps président de la République démocratique du Congo. Mais n'empêche, comme je vous ai dit, s'il y a des questions qui devraient être discutées entre les deux familles politiques, il y a bien un cadre approprié pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui c'était opportun pour le chef de l'État d'harmoniser les relations avec la Belgique, par exemple? Ben, écoutez, je crois qu'il ne m'appartient pas à moi de pouvoir juger de l'opportunité ou pas de l'harmonisation. Je rappelle que vous êtes aussi diplomate de formation. Bien sûr, de l'harmonisation de nos relations avec la Belgique. J'ai pu noter tout simplement que du côté du président de la République, il y a eu un jugement de pouvoir forcément harmoniser en ce moment-ci ces relations-là avec la Belgique. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, au niveau du FCC, nous avons un Premier ministre qui est issu de notre famille politique. Encore une fois de plus, aussi bien que les FCC et CACH ont un cadre et que le président de la République a eu, en tout cas, un conseil des ministres avant de voyager. Je pense que ces questions ont été soulevées au sein du conseil des ministres et que l'option, probablement, a été levée de pouvoir entamer cette démarche, nonobstant le fait que l'invitation du Royaume de Belgique soit venue avant même la tenue de ce conseil des ministres ou probablement même de la formation du gouvernement. Je m'adresse à un diplomate de formation. Vous avez vécu toute l'histoire entre la RDC et la Belgique à l'époque du président Joseph Kabila. Aujourd'hui,
quelles sont les erreurs que la RDC ou les dirigeants de la RDC, les dirigeants actuels de la RDC ne peuvent pas commettre je pense que dans cette relation? je pense que l'erreur qu'il ne faut pas commettre ici, c'est comme on dit en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Premièrement. Deuxièmement, un État vis-à-vis des autres États ne peut pas chercher à vouloir bénéficier du respect des autres nations si déjà cet État ne se respecte pas. L'erreur à ne pas commettre, c'est de justement montrer à ces autres États avec lesquels nous devons traiter au regard de la Charte des Nations Unies d'égal à égal, comme si nous n'étions pas un État égal à la Belgique ou à tout autre État du monde. Nous sommes à part entière un État, une république, comme toutes les autres nations, et que nous devons traiter à part égale, bien entendu, en prenant bien la mesure, je vais dire, de l'équilibre des relations entre États, dans les relations internationales, notamment sur des questions économiques, sur des questions sécuritaires, sur des questions du développement. Donc il faut bien tenir compte de ces différents aspects, tenir compte de l'équilibre des forces et à partir de là, dans les négociations, faire en sorte de traiter de manière égale avec ces différentes nations. Cela irait dans le sens de nous faire respecter et de faire en sorte que nous ne tombions pas, si erreur devrait y avoir, de ne pas tomber dans ce genre d'erreurs et d'obtenir le respect des autres États vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le cobalt est la matière précieuse la plus prisée au monde, suite à, vous connaissez, avec l'évolution surtout au niveau des voitures électriques. Mais quand le chef de l'État dit que nous devons, il y aura un moment où nous allons imposer nos prix à nos clients, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui que la RDC puisse imposer ses prix aux gens qui doivent acheter le cobalt? En tant que Congolais, on ne devrait pas croire que c'est impossible. Parce qu'on dit toujours que quand on veut, on peut. Donc il faudrait qu'on s'organise comme République. C'est pour ça que je vous disais, en relations internationales, il faut savoir s'organiser sur les différentes questions de la vie nationale et qui se transportent sur le plan international pour pouvoir être respectés. Si aujourd'hui nous voulons nous respecter, il faudrait qu'on organise notre industrie minière de manière à ce qu'au bout, on soit capable de pouvoir fixer nous-mêmes nos propres prix. Parce que cela irait dans le sens des... Ce n'est pas une utopie. Ça ne devrait pas être une utopie si nous nous organisons dans les échanges économiques, dans les échanges commerciaux, dans les transferts des compétences, dans les transferts des technologies. Cela, je ne dirais même pas que peut être possible, mais cela est possible à partir du moment où il y a de la volonté. Le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous a laissé un code minier révisé qui, aujourd'hui, remet à la République démocratique du Congo une certaine fierté quant à l'exploitation de nos mines, quant au fait que les Congolais devraient s'organiser, consolider, de manière à pouvoir s'approprier au fur et à mesure son industrie minière. Ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Nous avons déjà ces textes-là du code minier qui existent. On ne va jamais assez remercier Joseph Kabila Kabange pour nous l'avoir en tout cas légué, mais maintenant il appartient à l'administration actuelle de pouvoir travailler de sorte à consolider. Maintenant, le président Tshisekedi l'a dit, nous pensons que la volonté y est d'aller justement vers le fait que la RDC, non seulement qu'on devrait se l'approprier, quitte à le faire avec des partenariats honnêtes, avec des partenariats gagnant-gagnant, mais qu'on arrive quand parler, même... Vous êtes d'accord de l'approche du président, de l'approche diplomatique du président de la République. Et si aujourd'hui vous demandez en tant qu'expert, un diplomate de formation, qu'est-ce qu'il doit ajouter par rapport à tout ce qu'il fait sur le plan diplomatique? Parce qu'on le sait, depuis qu'il est à la tête du pays, il a plus privilégié l'aspect diplomatique. Ce qu'il doit faire en ce moment, je pense que
la diplomatie a pour objectif, tel qu'il est en train de le faire, je crois qu'elle a pour objectif de pouvoir raviver certaines relations, mais je crois qu'il est plus dans une optique économique, dans son approche diplomatique, dans une optique sécuritaire, parce que nous avons des questions sécuritaires dans notre pays. Ce qu'il doit faire, c'est de rester prudent. C'est-à-dire, je viens de vous dire que dans les relations diplomatiques, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, et dans ça, il y a une dose de prudence qu'il faut mettre, il y a une dose des gants qu'il faut mettre à chaque fois que nous allons dans la négociation et tenir compte de l'équilibre des forces. Et ça, il ne faut pas avoir honte, à savoir que voici notre situation actuelle. Les gens avec lesquels je vais discuter, voici leur situation et comment devrons-nous adapter notre approche diplomatique de sorte à ce que les pays en sortent gagnants. Aujourd'hui, ce qu'ils devraient faire, c'est pour moi, la recommandation, c'est la prudence et tenir compte des forces des autres pour pouvoir adapter notre approche diplomatique par rapport à la réalité internationale, par rapport à la réalité diplomatique, surtout que sa diplomatie, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus économique et sécuritaire. Ouais. Le chef de l'État a évoqué aussi, lors de ses passages en Belgique, voire même aux États-Unis, la gratuité de l'enseignement. Mais sur terrain, ça peine à être vraiment effectif. Bon, vous savez, les changements ou les mutations à travers le monde... On n'est pas allé trop vite en besogne. Les changements ou les mutations à travers le monde ont toujours eu du mal à, comment je vais dire, à être intériorisés et être vécus. Première chose. Deuxième chose, la gratuité de l'enseignement n'est pas l'effet du président Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle. Monsieur Alain Boma, dois-je vous rappeler plutôt que cette question, elle a été plusieurs fois abordée lors de l'administration du président Joseph Kabila. Il y a eu des tentacules plusieurs fois pour pouvoir amorcer cette question. Et je crois que les processus avaient commencé. Seulement qu'il y a eu des différences entre les commencements de cette procédure ou de ces processus de la gratuité avec, je vais dire, les déclenchements justement de cette disposition constitutionnelle actuellement. Mais l'attitude que nous devons avoir, nous, Congolais, c'est devrait être une attitude d'accompagner parce que finalement, ce n'est pas le président Tshisekedi qui en bénéficie, ce n'est pas le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba qui va en bénéficier, mais c'est des milliers et des milliers et des milliers de Congolais qui vont en bénéficier. Monsieur Tshisekedi, comment faire un équilibre? Je donne un exemple. Les enseignants d'une école X se sont entendus avec les parents pour qu'ils touchent chaque fin du mois 450 $ américains. Et de l'école Y, eux, ils touchent 200 $ américains. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais dit qu'à partir du mois d'octobre, un professeur touchera plus de 250 $, 275 $, etc. Mais vous ne trouvez pas que c'est lui de l'école X qui avait 450 $, voit son salaire baisser? Je vais reprendre les idées du secrétaire général à l'éducation que j'ai suivi moi-même à travers un des médias sur une des émissions. Si vous me permettrez, je peux citer l'émission pour référence. Allez-y. Voilà, je l'ai suivi personnellement dans l'émission Les Paniers sur la radio-télévision nationale congolaise. Il l'a dit, si je ne me trompe pas, que ceux qui ont déjà un salaire X, ces salaires ne bougera pas. Mais ceux qui ont un salaire bas, comme c'est le cas avec ceux dont on a essayé de remonter jusqu'à 275 $, tel que vous venez de le dire, devraient en principe progressivement avancer pour arriver au niveau des autres. En plus, il a fait une démarcation pour dire les enseignants qui avaient un salaire assez haut, tel que vous l'avez dit, 400 et quelque chose, c'est essentiellement des enseignants des écoles conventionnées catholiques qui touchaient ou sinon ces salaires-là, et que pour les enseignants du secteur public, les efforts devraient être faits de sorte à les ramener jusqu'à ce niveau-là. Mais ici, je voudrais plutôt faire appel à
aux différents intervenants dans ces secteurs, aussi bien l'État congolais, les enseignants, les parents, les élèves et tout autre, la société civile, à la notion de solidarité. Parce que ici, c'est une question aussi bien des fiertés nationales, une question, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler pour l'école pour tous. Et l'école pour tous ne peut pas être possible si nous ne appliquons pas cette disposition constitutionnelle qui voudrait que l'enseignement des bases dans notre pays soit gratuit. Maintenant, dire qu'on est allé vite en besogne, ça peut s'expliquer, mais je pense que dans la vie, il ne faudrait pas attendre que tout soit ouvert pour justement passer. Il faut commencer quelque part avec les imperfections, puisque la perfection n'est pas de ces mondes. Il faut aller petit à petit pour tendre vers la perfection. J'appelle donc les uns et les autres. Avant d'appeler les uns et les autres à la solidarité, mais vous ne trouvez pas que ce n'est même pas une façon aussi de... La qualité de l'enseignement sera aussi touchée, par exemple. Un enseignant, la moyenne, c'est un enseignant pour 55 élèves, ici en République démocratique du Congo, mais on voit maintenant dans des écoles, dans une salle de classe où il y a plus de 70 élèves pour un enseignant. Vous ne trouvez pas que la qualité même baisse? Il fallait commencer d'abord par construire des écoles et puis lancer la gratuité. Je pense que je voulais évoquer cette question liée aux infrastructures scolaires, mais encore une fois de plus, Monsieur Alain Boma, il faut savoir que lorsqu'on est enseignant, on est d'abord dans sa vocation. On est d'abord dans sa vocation. Être enseignant, c'est un apostolat. Ce n'est pas du commerce qu'on est en train d'exercer pour pouvoir faire d'énormes bénéfices et se construire des gratte-ciels. Loin de là, monsieur Alain. Être enseignant, c'est d'abord un apostolat, c'est une vocation. Et lorsque j'appelle à la solidarité, c'est justement pour faire en sorte que la conscience soit là dans les chefs des uns et des autres pour que finalement tous puissions contribuer à l'effectivité de cette gratuité avec les différentes imperfections, mais que lorsque nous serons tous solidaires, nous travaillerons tous dans les mêmes sens. Au fur et à mesure, monsieur Alain, nous irons vers cette perfection et tout le monde sera content. Parce que même la Révolution française, la Révolution américaine, lorsque vous lisez un certain nombre des sociologues français, Alexis de Tocqueville, Pierre Bourdieu et tout ça, vous verrez que la France dont on parle aujourd'hui, les États-Unis, ils n'ont pas commencé à être ce qu'ils sont aujourd'hui hier. C'est un processus. C'est pour ça qu'on dit que Paris ne s'est pas construit en un jour. Nous sommes dans les difficultés congolaises, mais c'est dans ces difficultés, comme on dit, c'est dans les durs que les durs construisent. C'est dans les durs que les durs travaillent. Nous sommes dans les durs, mettons-nous ensemble dans une solidarité nationale pour construire la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le problème ne se passe vraiment pas, dans les provinces surtout. Le cas de Lualaba, vous êtes proche du gouverneur Mouyé, vous avez même cité son nom tantôt. Comment il gère cette situation? Comment la province du Lualaba gère cette situation de gratuité? La gratuité, je vais vous dire, M. Alain Mboma, dans la province du Lualaba, elle est effective. Je voudrais ici appeler les uns et les autres de ne pas déduire la province du Lualaba de la République démocratique du Congo. Il y a des réalités qui sont des réalités partagées. Bien entendu qu'il y en a d'autres qui sont plus ou moins contextuelles par rapport à chaque contrée de la République. Et aujourd'hui, au Lualaba, dès le moment où l'option a été levée par la haute hiérarchie de la République sur la gratuité, cela s'est vécu dans la province du Lualaba. Bien entendu qu'il y a eu quelques poches de doutes, des persistances, mais tout de suite, le gouverneur du Lualaba, qui d'ailleurs, avant cette gratuité, a toujours, depuis son accession à la tête de cette province, a toujours travaillé dans le sens d'accompagner l'éducation dans la province du Lualaba. Tout le monde qui vient ici sur ce plateau pour parler du Lualaba donne l'impression que là-bas, c'est une sorte de paradis terrestre, finalement. Le Lualaba n'est pas un paradis terrestre, mais au Lualaba, il y a la volonté de pouvoir résoudre... Peut-être c'est un chanceux peut-être parce qu'il a trouvé des mines, il est à la tête d'une province où il y a des mines, il y a du cobalt, du cuivre. Je pense que c'est une façon simpliste de voir les choses.
Parce que les mines, les cobaltes, les lithium, tout ce qu'il y a au Lualaba comme richesse, les cuivres, existent toujours depuis la nuit des temps au Lualaba. Mais ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas existé hier. Parce que M. Alain Boma, lorsque Richard Mouyej Mangenzmans arrive commissaire, nous sommes en fin 2015, septembre 2015 si je ne me trompe pas, il lui a été posé des questions claires par ses administrés. Et ces questions, M. Alain, étaient liées à l'école, aux routes, aux hôpitaux, ainsi de suite. Un état des lieux a été fait par l'administration Mouyej et les réponses ont commencé à être données aux questions de cette population. Au jour d'aujourd'hui, les défis restent encore énormes à relever au niveau de la province du Lualaba, mais ce n'est pas parce qu'il y a des défis à relever qu'il faut être aveugle et ne pas voir. Apparemment, le gouvernement se concentre plus sur la ville de Kolwezi. Mais, M. Alain, encore une fois de plus, un aperçu, je vais dire, lointain de ceux qui ne vivent pas dans les Lualaba, parce que les écoles ont été construites, les écoles ont été réhabilitées, modernisées à Muchacha, à Sandoa, à Kassaji, à Dilolo. Les centres hospitaliers ont vu le jour à Muchacha, à Sandoa et dans les 5 territoires du Lualaba. Les routes en terre battue sont en train d'être faites et certaines routes qui nécessitent d'intérêt national, qui nécessitent d'être butimées, le gouvernement national est sur cette question. La route Kolwezi-Dilolo est en train d'être faite. La route Kolwezi-Solwezi, si je ne m'abuse, les études ont déjà pris fin et que l'exécution devrait en principe commencer à être faite. Les infrastructures aéroportuaires, aujourd'hui, très très bientôt, l'aéroport, pas national mais international de Kolwezi, les travaux devront commencer. Toujours au niveau des infrastructures, au Lualaba, nous avons vu des bâtiments d'intérêt public sortir des terres, pas réhabilités, mais sortir des terres. Le gouvernement provincial du Lualaba est logé aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'hôtel du gouvernement, qui aujourd'hui est un des bâtiments modernes de la République démocratique du Congo, qui abrite les gouvernements du Lualaba, l'espace gouvernemental du Lualaba. Il y a les bâtiments présidentiels qui est en train de finir très très bientôt. Le président de la République, sauf imprévu, sera au Lualaba, à Kolwezi, pour l'inauguration de ces bâtiments présidentiels sur fonds propres de la province. Il y a les bâtiments de la Banque centrale qui va abriter la Banque centrale du Lualaba à Kolwezi, qui très très bientôt devra être également inauguré sur fonds propres de la province du Lualaba. Vous êtes en train de peindre un tableau réduisant. Il y a les bâtiments qui devra abriter l'Assemblée provinciale du Lualaba avec des bureaux des députés. Je parle ici des bureaux de tous les députés ainsi que les bureaux est en train de terminer. Il y a les bâtiments de l'administration publique de l'État du Lualaba qui va très bientôt prendre fin. Parlons des creuseurs artisanaux. Ils sont délaissés, hein? Les creuseurs artisanaux. Apparemment, le gouverneur ne fait rien pour assouplir leurs souffrances. Mais on accuse le gouverneur de plus privilégier les non-nationaux que les nationaux. Je vais m'organiser, M. Alain Boma, parce qu'en off, avant que nous commencions, vous m'avez dit que vous n'êtes jamais arrivé à Kolwezi ou dans les Lualaba. On a des informations à partir de là. Je voudrais, au-delà d'avoir des informations à partir de là, vous êtes un média sérieux, un média d'investigation aussi. Je me battrai avec les gouverneurs des provinces pour que Biwan arrive physiquement au Lualaba pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, pour vous répondre à la question liée aux creuseurs, je devrais vous dire qu'aujourd'hui, les creuseurs sont en train d'être pris en charge. D'ailleurs, ils l'ont été depuis l'accession des Mouyej à la tête de la province du Lualaba. Mais vous savez, pour ne prendre, excusez-moi de prendre cet exemple de l'artiste musicien Madilu System, paix à son âme, dans une de ses chansons, il disait l'homme croit que quand il aura une maison, ça sera fini. Mais quand il aura une maison, il y a des factures à payer. Quand tu auras une voiture, c'est fini, mais il y a des carburants à acheter, ainsi de suite. Non. Les creuseurs, depuis l'accession des Mouyej à la tête de la province, ont commencé à être pris en charge. Mais comme l'homme ne se satisfait jamais,
Et c'est l'obligation également de l'autorité de pouvoir répondre à leurs questions. Aujourd'hui, les créateurs sont dans un processus d'organisation dans les coopératives. Parce que pour répondre efficacement aux problèmes des créateurs, il fallait commencer en amont, c'est-à-dire l'identification des créateurs, de savoir qui est créateur et qui ne l'est pas. Le gouvernement Mouyej a réussi à sortir les femmes et les enfants des mines, parce qu'aujourd'hui tous les enfants sont à l'école depuis 3-4 ans, depuis l'arrivée des Mouyej, les enfants sont à l'école, les enfants sont occupés, les femmes sont dans le ménage, sont dans l'agriculture, et nous avons fait ce travail-là au niveau du Lualaba. Deuxièmement, nous avons amorcé le travail d'identification des créateurs. Aujourd'hui, ils sont autour des 150 000, 160 000 créateurs. Et ils sont en train d'être organisés dans les coopératives. Les problèmes qui se posent, c'est un problème que les créateurs réclament d'être mis sur des mines qui présentent un certain nombre de ténèbres par rapport aux minerais qui sont exploités, parce qu'ils estiment que les mines destinées à leur exploitation ne présentent pas des minerais à forte ténèbres. Donc, on privilégie les non-nationaux que les nationaux. J'y arrive. Or, il est strictement dangereux pour les exploitants artisanaux d'exploiter dans les mines à vocation industrielle, parce que cela présente extrêmement des dangers, et plusieurs campagnes de sensibilisation dans les mines vis-à-vis des créateurs a été menée par les gouvernements Mouyej, par les gouverneurs Mouyej, qui, en tout cas chaque semaine, chaque mois, ne cessent de pouvoir prendre langue avec des créateurs pour les sensibiliser sur ces différentes questions. Mais par contre, il y a aussi la campagne de découverture qui a été lancée pour pouvoir localiser les EA à forte ténèbres pour pouvoir les mettre à la disposition des créateurs. Et ce travail-là s'est fait dans une commission, je dirais, tripartite, entre les gouvernements nationaux, les gouvernements provinciaux du Lualaba et les créateurs eux-mêmes et les différents intervenants. Ce travail il est en train de se faire. Aujourd'hui, on est en train, bientôt, ça va voir les jours, d'ouvrir un grand centre de négoce à Moussompo, qui va être une première, je crois, en Afrique centrale, peut-être même en Afrique. Lorsque vous viendrez, vous allez visiter ces grands centres de négoce qui est aussi fait à l'intention de ces créateurs pour pouvoir les mettre dans des conditions de travail au standard international. Ceci est aussi l'œuvre du gouvernement Mouyej. Mais en même temps, il y a aussi, M. Alain Boma, une autre réalité que vous devez savoir, que ce n'est pas parce qu'on est créateur qu'on a vocation de travailler dans les mines. Et donc, une campagne aussi de sensibilisation pour la démobilisation de certaines ou de certains créateurs dans les mines et les orienter vers, par exemple, les secteurs de l'agriculture. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, et le tourisme, fait partie de la vision sur laquelle les gouvernements Mouyej travaillent au Lualaba pour justement sortir de la dépendance, pour sortir la province de la dépendance minière, aller vers les autres secteurs qui sont porteurs notamment l'agriculture et le tourisme, parce que, comme vous le savez, notre économie au niveau même national restant extravertie. Le chef de l'État a même évoqué la diversification de l'économie. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Mouyej veut aller sur l'économie du développement, qui voudrait qu'on puisse produire, qu'on puisse transformer, qu'on puisse consommer, mais non seulement consommer, mais consommer le plus possible et exporter les peu qui restent, parce que ça a énormément de conséquences sur ces modèles d'économie qui sont basés dans l'agriculture. On l'accuse aussi de cloisonner l'opposition. Mouyej Manguesman, il trône en maître là-bas, il ne laisse pas la place à l'opposition, voire même l'arrivée de Moïse Katoubi là-bas, il fallait vraiment crier pour que le jet de Moïse puisse avoir accès à l'aérodrome. Je pense que c'est des fausses accusations. L'opposition existe au Lualaba, mais l'opposition n'a pas d'impact au Lualaba parce que, souvenez-vous que je viens de vous dire qu'en 2015, septembre 2015, lorsque Mouyej arrive, la population avait posé des problèmes clairs qui nécessitaient des solutions claires. Et aujourd'hui, cette population est en train de vivre, jour après jour, les réponses claires à ces desiderata.
Notamment, nous avons évoqué la question liée aux Crézeurs, nous avons évoqué la question liée... Donc, vous voulez nous dire que tout est parfait là-bas? J'arrive. Nous avons... Donc, l'opposition n'a rien à dire, tout est parfait. J'arrive. Nous avons des réponses qui ont été apportées au niveau de l'éducation, notamment avec des bourses d'études que Mouyej a commencé à octroyer aux meilleurs lauréats du Lualaba depuis l'année dernière, des bourses internationales et même nationales. Nous avons des écoles qui ont été réhabilitées, construites un peu partout dans les Lualaba. Nous avons, dans le domaine de la santé, plusieurs campagnes des médecins qui sont venus de l'étranger transmettre les connaissances auprès des médecins localement, mais également mener des campagnes, des chirurgies, aussi bien sur le plan orthopédique que sur d'autres plans. Monsieur Alain Boma, il y a 2 semaines qu'une grande campagne de dépistage du diabète vient de se terminer à Kolwezi. Non seulement qu'on a répertorié des diabétiques, mais on a aussi commencé à les prendre en charge sur fonds propres du gouvernement provincial. Voilà là des questions, des réponses apportées aux questions de la population. Face à cette réalité, face à cette volonté, face à cette conscience de la part du gouverneur Mouyej à répondre aux problèmes de la population ne trouve pas l'opportunité de pouvoir suivre les mouvements de l'opposition. Et l'opposition est là pour pouvoir critiquer positivement ou négativement quand ça ne marche pas. Mais il se trouve qu'au Lualaba, jusqu'à présent, rien à critiquer. Il se trouve qu'au Lualaba, positivement ni négativement. Il se trouve qu'au Lualaba, la volonté y est et les choses sont en train de se faire. C'est la raison pour laquelle je disais au début de l'émission que c'est un paradis terrestre. Ce n'est pas un paradis terrestre. Qu'est-ce qui ne marche pas raison pour laquelle j'ai dit ici tantôt qu'il y a encore des défis à relever. Qu'est-ce qui ne marche pas? Notamment, les efforts ont été faits, par exemple, dans le domaine de l'énergie, pour pouvoir avoir de l'énergie à servir de manière, je vais dire, à la population, mais aussi à usage domestique, mais aussi industriel. Les efforts sont à faire dans ce domaine-là. Donc là-bas, il y a encore un problème. Il y a encore des défis à relever dans tous les secteurs. Parce que, par exemple, pour revenir, on va aborder ça, pour revenir dans le domaine de la santé, l'objectif du gouvernement Mouyej à l'horizon 2020, c'est d'avoir 0 transfèrement des malades à Lubumbashi, à Kinshasa, même à l'étranger. Il faut que tout le monde se soigne à Kolwezi et au Lualaba. Et voilà pourquoi, en parlant de ce qui ne marche pas, je dirais que ça, c'est encore un défi qu'il faudra relever. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. L'hôpital général de Mwangeji à Kolwezi, vous allez voir l'occasion de filmer et de voir, c'est un hôpital qui a été modernisé, c'est un hôpital qui a été réhabilité totalement, doté des matériels des dernières générations, aussi bien au niveau de l'imagerie médicale qu'au niveau, à tous les niveaux. Dans quel secteur, jusque-là, rien n'est encore fait? Dans tous les secteurs, les chantiers sont en cours, le travail est fait, mais il y a encore des défis à relever pour pouvoir se dire d'ici 2023 qu'on a fait un travail et que ceux qui pourront venir après, ou si ça sera toujours Mouyej qui continuera, eh bien, les choses vont pouvoir continuer justement de manière pas à rendre les Lualaba le paradis, parce que les paradis sur terre n'existent pas. Les paradis existent au paradis, au ciel, si on doit dire, mais en tout cas d'avoir une province où les paradoxes d'une province riche et une population pauvre soient plus ou moins équilibrés, si pas éradiqués totalement. Quel est son point faible? Le point faible des Mouyej, c'est de pouvoir avoir la volonté de bien faire. Ça, à mon avis. À mon avis. Ce sera votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier Biwan et vous-même personnellement de m'avoir reçu et à travers moi, la province du Lualaba également. Et ici, je voudrais transmettre les salutations et les remerciements du gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans à votre média et à la direction de votre média. Et je vous remercie tout en espérant vous voir très très bientôt au Lualaba et dans son chef-lieu Kolwezi. Merci, Monsieur Dadi Tshiswaka, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du groupe stratégique des jeunes pour le développement. C'est une structure membre du Front commun pour le Congo, GSJD. Et vous êtes aussi proche de la province du Lualaba. Exactement. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec le même plaisir. Au revoir.